Aujourd'hui, on va parler de la réouverture du détroit d'Ormuz. C'était la nuit du 17 juin, en plein dîner d'État, Donald Trump signe un accord historique avec l'Iran. Et le résultat est immédiat. Le détroit d'Ormuz, bloqué depuis des mois, rouvre. Le pétrole chute, le monde respire. Mais comment cet accord a-t-il été signé? Dans quelles circonstances? Et surtout, qu'est-ce que ça change concrètement pour l'Afrique? Parce que nous, ce qui nous importe pour le moment, c'est la conséquence, l'impact de cette réouverture pour l'Afrique. Regardons d'abord comment tout s'est passé cette nuit-là à Versailles. Il est 1h04 du matin, cette nuit, Donald Trump sort du château de Versailles accompagné d'Emmanuel Macron et de Brigitte Macron. Et voici ce qu'il lance fièrement aux journalistes. Personne ne s'y attendait, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors pour bien comprendre, remontons le fil des événements. Il est 22h, hier soir, le président américain arrive à Versailles. C'est le début d'un dîner qui s'annonce fastueux. Au menu, asperges, volaille du Bourbonnais et tarte au chocolat pour célébrer les 250 ans de l'indépendance des États-Unis et l'amitié franco-américaine. Avant ça, un détour par la galerie des glaces du château de Versailles. Les deux hommes se montrent bras dessus, bras dessous. Mais ce que ne dit pas cette photo, c'est ce que Donald Trump glisse à ce moment-là à Emmanuel Macron. L'accord est prêt, il faut le signer au plus vite. Officialisation quelques minutes plus tard devant les convives invités au dîner. Il est aux alentours à ce moment-là de 23h. Tout s'accélère, agitation dans la salle et c'est un ministre présent qui nous le raconte. On a vu Marco Rubio soudainement se lever, littéralement partir. Voilà ce qu'explique Roland Lescure, le ministre de l'économie, ce matin. Branle-bas de combat, Marco Rubio demande un coup de main à son homologue Jean-Noël Barrot. L'enjeu est désormais de pouvoir imprimer le mémorandum pour pouvoir le signer. Il faut donc trouver une imprimante. Et c'est là qu'on voit parfois que l'histoire s'écrit dans des petits détails, dans ce genre de petits détails. Et c'est une imprimante de la délégation américaine qui est trouvée. Et c'est de cette imprimante que sort un texte de 3 pages peu avant minuit. Marco Rubio réapparaît à ce moment-là avec le texte en main. Il l'apporte à Donald Trump, il le pose sur un coin de la table. Les assiettes sont à peine débarrassées. Quand on voit cela, on est quand même très loin, vous voyez, des images et des cérémonies traditionnelles protocolaires pour ces signatures d'articles, y compris pour ce qui est du casting, entre guillemets, autour de la table. On retrouve à droite de Donald Trump les patrons de JP Morgan et de Blackstone, des banques américaines. À sa gauche, un couple français, Bernard Arnault et sa femme Hélène Mercier, un couple français. Soudain, tous les regards se tournent vers Donald Trump et son stylo préféré en main. Il signe donc à ce moment-là officiellement le protocole. Dans la foulée, c'est cette photo qui fait foi, qui est envoyée directement aux Iraniens ainsi qu'aux médiateurs pakistanais. Et dans les minutes qui suivent, ce sont les Iraniens, Massoud Pezeshkian, le président iranien, qui appose sa signature. La vidéo de Trump en train de signer est envoyée aux Iraniens. C'est une des preuves qui avait été demandée justement par les autorités iraniennes avant de pouvoir apposer leur signature. Alors, inutile de dire que tout cela n'était pas le scénario prévu. Pourquoi ça s'est soudainement accéléré? Alors d'abord, un indice que l'on a remarqué pour expliquer un peu cette précipitation. Dans la salle, il n'y avait en fait aucun journaliste pour filmer pourtant un moment quasi historique. C'est assez spécial. Toutes les images que vous avez vues depuis 24 heures, ce sont soit des images filmées par la Maison-Blanche, soit des images filmées par l'Élysée, parfois même à l'iPhone, ce qui est assez surprenant. Le pool, ce groupe de journalistes qui normalement suit le président dans ces moments-là, n'était pas là. Ça peut surprendre, mais ça peut montrer aussi l'urgence avec laquelle il fallait signer ce texte. Le rendez-vous était donc pris, effectivement, depuis plusieurs jours, en Suisse, à Lucerne, beaucoup plus protocolaire, avec des officiels américains, iraniens et les médiateurs pakistanais. Alors effectivement, pour revenir à votre question, Yves, pourquoi une telle accélération? On a quelques explications. D'abord, on sait qu'entre Iraniens et Américains, il y a eu beaucoup de discussions dans la journée de mercredi et ça a porté ses fruits, notamment aidé par un fuseau horaire plus
plus avantageux. Entre Téhéran et Paris, il n'y a qu'1 heure et demie de décalage contre 7 heures habituellement entre Washington. Forcément, ça participe à discuter plus facilement. La deuxième explication, c'est que les Américains voulaient commencer au plus vite les négociations de ce délai de 60 jours, vous savez, pour négocier le fond, notamment sur le nucléaire, et aussi avec un objectif caché qui est expliqué par une source diplomatique américaine, Axios. Ces discussions visaient à accélérer le calendrier avec pour objectif de rouvrir le détroit d'Ormuz avant vendredi, car il y a urgence, les deux parties étant déjà parvenues à un accord sur cette question. Et puis enfin, les diplomates américains estimaient que la pression devenait de plus en plus intenable. Il y avait trop de spéculations autour de cet accord, de ce qu'il y avait ou non dedans. Ils voulaient le rendre public, mais interdiction de le faire tant qu'il n'était pas signé par les deux parties. Quant à l'événement prévu à Lucerne, demain, donc vendredi, il est plus que jamais remis en cause. Tout ce que l'on a, ce sont les déclarations, il y a quelques instants, de J.D. Vance, le vice-président américain, qui indique qu'il se rendra bien en Suisse, mais cette fois-ci pour négocier. En fait, cette cérémonie de signature à la base devrait se transformer dans les prochaines heures, peut-être en négociation, le fameux délai 60 jours qui s'ouvre et qui va donc permettre d'aborder les sujets de fond et l'accord final. Comme vous venez de le remarquer dans la vidéo, pas de cérémonie protocolaire, pas de journalistes, une imprimante de la délégation américaine, 3 pages et un stylo. C'est comme ça que l'histoire s'écrit parfois. Maintenant, analysons ce que tout ça signifie pour l'Afrique. C'est là que notre chaîne Perspective africaine apporte une analyse différente de tout le monde. On nous dit que le pétrole baisse. Bonne nouvelle pour tout le monde, non? Mais pas si vite pour les pays africains importateurs de pétrole comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Kenya, la RDC. Oui, c'est une très bonne nouvelle. Les coûts de transport et d'énergie baissent. C'est bon. Mais pour les pays africains exportateurs du pétrole comme le Nigeria, l'Angola, le Congo-Brazzaville, c'est une catastrophe silencieuse. Leurs revenus pétroliers s'effondrent et leurs budgets nationaux sont construits sur un prix de baril élevé. Le Nigeria, première économie d'Afrique, dépend du pétrole pour 90% de ses exportations. Une chute durable des prix du pétrole, c'est une crise budgétaire nigériane. C'est de l'instabilité en Afrique de l'Ouest. Personne n'en parle, mais nous, on en parle. La réouverture du détroit d'Ormuz, c'est aussi une très bonne nouvelle pour le commerce en Afrique de l'Est. Parce que les ports de Mombasa au Kenya, par exemple, de Dar es Salaam, de Tanzanie, de Djibouti, ils dépendent des routes maritimes du Golfe Persique. Et quand le détroit d'Ormuz est bloqué, les navires faisaient des détours énormes et les coûts de frais explosaient. Les importations africaines devenaient plus chères. Donc, la réouverture normalise les routes commerciales. C'est concret pour les économies d'Afrique orientale. Mais attention, la France se positionne pour sécuriser le détroit. Déminage, escorte des navires, surveillance, cela renforce la présence militaire française dans une zone stratégique. Et on connaît les débats en Afrique sur la présence militaire française. Cet accord de 60 jours ouvre la porte à des négociations plus larges sur le désarmement nucléaire iranien. Pourquoi ça concerne l'Afrique? Pourquoi nous en parlons? Parce que justement, l'Iran a des relations économiques et diplomatiques importantes avec plusieurs pays d'Afrique. L'Afrique du Sud, le Zimbabwe, le Sénégal, ils entretiennent des liens avec le Téhéran. Si les sanctions contre l'Iran sont progressivement levées, l'Iran va chercher à renforcer ses partenaires économiques. L'Afrique sera sur cette liste. C'est une opportunité commerciale, mais aussi une nouvelle zone de compétition entre puissances. États-Unis, Chine, Iran, sur le continent africain. L'Afrique doit anticiper, ne pas subir. Maintenant, soyons honnêtes. Cet accord est une bonne nouvelle pour la paix mondiale. Moins de tensions au Moyen-Orient, c'est moins de risques de conflit global. Et ça, c'est bon pour tout le monde, y compris l'Afrique. Trump et Macron ont réussi à quelque chose de significatif, reconnaissons-le, mais cet accord reste intermédiaire, 60 jours. Les négociations nucléaires seront difficiles. L'Iran a ses propres conditions. Rien n'est garanti jusque-là. Et l'Afrique, comme toujours, regarde les grandes puissances décider de l'ordre mondial sans être à la table des négociations. Alors voilà ma conclusion. Trump et Macron à Versailles, c'est un beau tableau diplomatique. La paix avance, le pétrole baisse,
le monde applaudit, mais l'Afrique doit regarder ce tableau avec ses propres yeux. Qui décide de l'ordre mondial? Washington, Paris, Téhéran, Pékin. Où est l'Union africaine dans tout ça? Où est l'Union africaine dans ces négociations? Où sont les voix africaines quand on décide du prix du pétrole, des routes maritimes, de l'avenir nucléaire du Moyen-Orient? Absente. L'Afrique, de 1,4 milliard d'habitants, est l'une des ressources les plus convoitées de la planète. Il est temps qu'elle soit à la table, pas au menu. Dites-moi dans les commentaires, pensez-vous que cet accord Trump-Iran est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour l'Afrique? Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à Perspective africaine. On se retrouve très bientôt. Merci.